Voilà, donc il est l'heure, donc mes seigneurs, mesdames, messieurs, on m'a demandé d'être le garant de la loi. On nous a expliqué ce matin que la loi était ce qui nous rendait libres, donc je suis chargé de vous rendre libre de respecter les horaires. Et le programme de cet après-midi appelle donc d'abord l'aumônerie des hôpitaux, qui va intervenir de façon collective sous la direction, la coordination bienveillante et dynamique de Jeanne, et pour nous parler donc d'un cas pastoral, d'un accompagnement pastoral. Et je ne peux que souligner, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entre autres en responsabilité sur le CHU de Nîmes et président, donc l'homologue Pierre-François Périgot sur le CHU de Nîmes. Et à Nîmes comme à Montpellier, on est vraiment des témoins de la place irremplaçable des aumôneries dans la sorte de garantie ou de promotion de l'authenticité du soin et de la globalité du soin, sans négliger donc tout le côté spirituel qu'il peut y avoir. Et c'est vraiment un rôle irremplaçable. Donc je leur passe la parole pour très exactement 44 minutes. Alors, nous voici donc installés. J'en profite donc pour vous présenter une partie de l'équipe. L'autre partie est noyée dans la masse ici. Donc Sabine Lido, qui est aumônier à la fois au centre Antonin Balmès, donc tu sais, j'y arrive pas, Bellevue, donc qui est aussi comme le pendant d'Antonin Balmès, donc pour la gériatrie, le CHU de Montpellier, et aussi aumônier dans les services de maternité à Arnaud de Villeneuve. C'est un grand écart qu'elle fait entre le début de la vie et la fin de la vie. Voilà. Véronique Tenaillot, qui est aumônier pour les cliniques de Montpellier. Voilà. Donc elle a la gérance des équipes et en même temps de pallier quand il manque des équipes, voilà, aux personnes quand il y a des demandes. Et puis enfin Amalia Valeur, qui est aumônier à l'hôpital La Péronie et qui, elle, va nous exposer donc un cas particulier. C'est elle qui a vécu ce cas pastoral. Nous avons travaillé ensemble en équipe pour pouvoir vous le présenter et vous le faire travailler. Alors oui, si. Donc le cas pastoral que nous allons vous présenter sera raconté de deux manières, sera observé sous deux angles. Le premier angle sera le cas purement, enfin le récit purement pastoral tel que vécu par l'aumônier, qui va nous en faire le récit. Voilà. Et dans un deuxième temps, nous verrons, lu à deux voix, nous écouterons une lettre écrite par la maman de l'enfant dont il va être question. Et je vous en dirai un petit peu plus après la lecture du premier cas du récit d'Amalia. Bonjour à vous tous. Alors effectivement, c'est un accompagnement que j'ai eu d'une maman, Emma, et de son enfant, Théo. Lors de mes visites dans les différents services de l'hôpital, je croise dans un couloir Emma, maman de Théo, qui est hospitalisée dans le service de l'unité d'assistance respiratoire prolongée. En abrégé, on dit l'UA. Théo est hospitalisé suite à l'aggravation de son état et une grosse insuffisance respiratoire. Je me présente à Emma et elle me dit « C'est incroyable, je tombe sur vous alors que j'étais justement en train de penser que j'aurais voulu baptiser. » Alors je me présente et Emma me dit « C'est incroyable, je tombe sur vous alors que j'étais justement en train de penser que j'aurais voulu baptiser Théo, car il n'est pas certain, selon les médecins, qu'il passe la nuit. Nous sommes catholiques. Il est vrai, mais pas spécialement pratiquants. Au sein de l'hôpital, est-il possible de baptiser ? Alors je lui réponds oui, dans les cas d'urgence. Nous discutons de Théo et de ses moments de vie. Et puis, sa maman émet le désir qu'il reçoive le baptême.
Alors, je prends l'initiative de téléphoner à un prêtre, car Théo est majeur dans son corps de petit garçon. En lui expliquant la situation, le prêtre me permet de le baptiser. J'en réfère de suite également à Jeanne, ma responsable. Je reviens donc auprès de Théo avec le nécessaire pour le baptiser. Il est épuisé et dort, respirant grâce à une ventilation non invasive, on abrégé VNI, les médecins savent. Voilà. Et je commence à prier. Emma et le papa, Laurent, assistent à la cérémonie. Et au moment de faire le signe sur le front en disant « Théo, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. » Théo, subitement, ouvre les yeux et me regarde. Dans son regard, une grande intensité. Alors, en souriant, je lui dis « Bonjour Théo et bienvenue dans la grande famille des chrétiens. » Et il me sourit. Réaction tellement surprenante que la maman s'exclame « Vous avez vu ? On dirait qu'il a compris. » Tous très touchés. L'émotion était palpable. J'appris le lendemain que Théo avait survécu à la nuit critique et qu'il remontait la pente. Puis vient la période de Noël. En période de Noël, l'aumônerie a pour tradition de distribuer les cartes de Noël aux patients et également au personnel soignant. Et des petits bonhommes de neige en laine, tricotés avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour pour les enfants hospitalisés en pédiatrie. Alors, après la distribution, il en restait 3 petits bonhommes de neige. Donc, je me suis empressée d'en offrir un à Théo, en lui racontant l'historique, et que c'est l'aumônerie qui offre ce petit bonhomme de neige. La famille en fut très heureuse. Ce fut l'occasion de les voir sourire dans cette période de stress. Les mois passant, je rencontre providentiellement à nouveau Emma dans un couloir, mais cette fois-ci au 2e étage, au service d'endocrinologie. Très heureuse de me revoir, elle s'exclame. C'est toujours quand nous sommes au plus mal avec Théo que je te rencontre, Amalia. Donc, elle me parle, m'évoque la nouvelle hospitalisation de Théo, ayant attrapé à l'hôpital une bactérie résistante aux antibiotiques. Les glaires obstruent les voies respiratoires. Et ils avaient dû le mettre à nouveau sous VNI, qui l'aide à respirer. Et elle est très confiante dans ce service, qui, selon elle, fait le maximum pour sauver Théo. Et elle me raconte un épisode de Théo ayant à nouveau les voies respiratoires obstruées. Les médecins et le kiné avaient tout fait pour l'aspirer, mais ils avaient dû le mettre sous VNI, à 100%, n'ayant de ce fait plus de marge de manœuvre. Ils étaient sortis de la chambre, la tête basse, et avaient commencé à dire à la maman qu'elle s'en était très bien occupée ces 21 années. Elle les a dû de suite gentiment arrêter, en leur disant qu'elle ne voulait pas entendre cela, et que lorsque le moment viendrait, elle gérerait la situation, même si cela était de partie d'une bonne intention. Vouloir la préparer à la mort de Théo, lui gâcher les moments de vie qui lui restaient avec lui. Emma rejoint donc Théo dans la chambre et elle décide de lui chanter des comptines pour l'apaiser. Et les médecins qui faisaient des sauts dans la chambre se rendaient compte que l'oxygène passait mieux quand elle chantait. Ils lui ont dit donc de continuer à chanter, ayant ainsi petit à petit diminué l'apport en oxygène, jusqu'à l'enlever complètement.
Un médecin, voyant le rétablissement foudroyant de Théo, dit à la maman: « J'aurais appris une chose avec Théo, c'est que tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Le petit se bat pour vivre. » Dans tous les moments d'angoisse, de détresse et d'espoir vécus à l'hôpital, grâce à la bonne volonté de chacun qui cherche ensemble à soigner, soulager, apaiser chaque patient, des liens se tissent. Dans cette histoire particulière, des liens se sont tissés entre les soignants, Théo et ses parents, ainsi qu'avec l'aumônier, tendant tous vers un même but, l'espoir et la vie. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Toujours dans cette même histoire, donc cette deuxième partie, la lettre que vous allez entendre, lue à deux voix parce qu'elle est longue, a été écrite par la maman de Théo, qui tenait absolument à témoigner de ce que Théo a vécu et vit encore. Elle ne l'a pas écrite spécifiquement pour aujourd'hui. Elle l'a écrite... Alors, d'abord, cette lettre a été écrite au nom de Théo et à la première personne, comme si c'était Théo lui-même qui s'exprimait. Elle n'a pas été écrite spécifiquement pour aujourd'hui, mais elle l'a écrite tout simplement pour l'écrire, pour témoigner. Le choix de la présenter aujourd'hui nous revient, avec bien sûr l'accord de la maman, qui est au courant. La lettre originale étant très longue, nous avons choisi de la raccourcir et de l'adapter à notre présentation d'aujourd'hui. Cependant, il s'agit d'une lettre sans filtre, avec toute sa subjectivité, avec les mots et tout le parti pris d'une maman, sa perception. Voilà. Donc c'est son vécu personnel, les faits et la manière dont elle les a perçus, compris et digérés elle-même. Bref, une lettre sans politiquement correcte. Voilà. Qui ne nous manquera pas de nous mettre en questionnement, ce qui est quand même tout à fait le but de notre moment. Je m'appelle Théo. J'ai 21 ans. Née à 8 mois de grossesse, l'accouchement a été déclenché parce que j'étais déjà trop gros. Je suis rentrée chez moi en dessous de mon poids de naissance. Je ne savais pas téter. J'ai fini par apprendre à boire au biberon, puis au verre, grâce aux exercices de stimulation que ma mère a imaginés. Aucune anomalie détectée à ma naissance, malgré les remarques de ma mère qui insistait en disant au médecin qu'elle sentait que je n'étais pas normale. Suite à une hernie inguinale, les médecins ont enfin diagnostiqué des anomalies. Je suis née avec une malformation cérébrale. De ce fait, je ne parle pas, ne marche pas, ne sais pas diriger mes membres, ni manger de solide. Bref, je suis comme un enfant de 3 mois. Le corps médical a estimé que je ne survivrais pas à mes 3 mois, puis 3 ans, puis à l'adolescence. Je suis pourtant toujours là, à profiter de la vie avec toujours un énorme sourire aux lèvres. Les médecins ont dit que le cerveau ne faisait pas la liaison avec mes yeux. Les stimuli de la langue ayant fonctionné, ma mère a donc décidé de stimuler ma vision pour créer un autre chemin d'accès dans mon cerveau. 15 mois à me stimuler dans le noir avec un stylet lumineux jusqu'au jour où mes yeux ont réagi, puis suivi la lumière. À mes 7 ans, ma première crise d'épilepsie partielle. Avant même d'avoir été auscultée, les médecins ont demandé à ma mère si, le cas échéant, elle était certaine de vouloir qu'on me réanime. Question choquante, pourquoi n'aurais-je pas le droit à une réanimation comme tout le monde ? Les médecins de Montpellier
ont d'ailleurs trouvé cette question totalement inappropriée. Plusieurs années se passent sans souci jusqu'à mes 14 ans, où je suis à nouveau admis à l'hôpital d'une autre ville pour une infection pulmonaire. Ma mère a sonné pour que les infirmières viennent m'aspirer, geste vraiment banal. Et le médecin a répondu « On n'a pas le temps, je remplis des papiers. Laissez-le partir, vous auriez une meilleure vie. » Elle a refusé d'intervenir. Ma mère a donc appelé directement le bureau des kinésithérapeutes de l'hôpital et le kiné m'a dégagé les voies respiratoires par une simple aspiration de 2 minutes. Ma mère a demandé le transfert vers une grande ville. Là-bas, ils ont diagnostiqué la grippe A. Ils m'ont mis dans une chambre avec un enfant de 6 ans ayant la même grippe, mais lui n'était pas handicapé. Selon eux, j'avais peu de chance de m'en sortir, contrairement à mon compagnon de chambre. Mais ils m'ont donné ma chance en soins continus. 4 semaines plus tard, le petit garçon de 6 ans, sans antécédent, est décédé d'une infection généralisée. Et moi, j'étais guérie. J'ai été hospitalisée 2 ans plus tard pour un virus pulmonaire et à chaque fois, on a averti ma mère que le cas échéant, l'entrée en réanimation me serait refusée sous couvert d'acharnement. Quel acharnement? Celui d'avoir le droit de vivre, sachant qu'au quotidien, je n'ai aucune souffrance, ni psychique, ni physique. Je ne pleure jamais. Je suis heureux de vivre et le montre. Je souris tout le temps. Je voyage en camping-car pour faire le tour des pays chauds. J'adore les parcs d'attractions, les câlins de mes parents, jouer avec mon petit chien. Bref, j'ai ma vie. Certes pas conforme à la vôtre, mais au final, ma vie est peut-être bien plus agréable à vivre que la vôtre, à l'égal d'un bébé de 3 mois. Refuseriez-vous la réanimation à un enfant de 3 mois sous prétexte qu'il ne marche pas et ne parle pas? Il est heureux dans sa vie de bébé. En 2021, après 2 ans sans souci de santé et un magnifique voyage d'1 mois à sillonner l'Andalousie, j'ai été hospitalisée d'urgence dans l'hôpital d'une petite ville pour une infection urinaire et une hémorragie de l'estomac. Arrivée aux urgences, on dit à ma mère que je n'avais aucune chance de m'en sortir et que de toute façon, vu mon handicap, j'étais en bout de course. L'opération se passe finalement très bien, mais la réanimation m'est toujours interdite. Ils acceptent uniquement de me faire un traitement médicamenteux. Durant le traitement, je développe une infection. L'hôpital de cette même ville propose à ma mère de me laisser mourir. Ma mère demande alors un transfert à l'UARP, l'unité d'assistance respiratoire prolongée de la Péronie à Montpellier, parce qu'ils me connaissent et ne font pas de discrimination par rapport au handicap pour avoir droit aux soins. Les médecins, le kiné, les infirmiers et aides-soignants de l'UARP sont non seulement très efficaces, en plus de ne pas être fermés au handicap, mais ils sont également très à l'écoute des parents, car ceux-ci connaissent vraiment leurs enfants. J'ai eu la vie sauve. Je dois donc la vie à ces rares médecins qui ne me mettent pas dans la case handicapée, avec une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. D'ailleurs, que connaissent-ils de ma vie, ces médecins qui me condamnent d'avance? Certes, ils me voient dans un sale état quand j'arrive aux urgences. Mais une fois guérie, je repars pour une vie de joie, d'amour, de voyage et de douceur. C'est angoissant de savoir que notre vie dépend du hasard du médecin sur lequel on tombera
et qui est tout-puissant dans les choix médicaux. Où se trouve le curseur pour décider qu'il s'agit d'acharnement thérapeutique? Jusqu'où cela peut-il aller? Tout le monde a le droit de vivre, et la décision finale devrait revenir à l'intéressé ou à ses proches s'il ne peut pas exprimer son avis. Écoutez les parents, ils savent, ils connaissent leur enfant mieux que tous les médecins. Voilà. Donc à la suite de ce récit, dont vous sentez toute tout le ressenti, la souffrance, le vécu d'une maman auprès de son enfant, se pose un certain nombre de questions par rapport à ce qu'on a entendu, le point de vue qui change. Vous voyez, ce matin, on a entendu un philosophe parler, des médecins parler, là on entend une maman parler. Et donc voilà, ce qu'on voulait vous proposer, c'était de vous mettre pendant à peu près... Quelle heure est-il? Qu'est-ce qu'il me reste comme temps? 24. Donc, il est 24, j'ai jusqu'à quelle heure, monsieur le libérateur? 45. Parfait. Que jusqu'à 45, d'accord. Alors, donc on vous propose de vous mettre en par 4 et de partager en quoi ce récit vous interroge et par rapport à ce que vous avez entendu ce matin et par rapport à ce que dit cette maman. Est-ce qu'il y a un recul à prendre par rapport à ce que dit cette maman? Est-ce qu'il y a voilà, comment on entend ce récit et en quoi il nous interroge? Donc on vous donne 10 minutes pour parler entre vous et après on prendra, on prendra ça en lien évidemment avec liberté, autonomie et puis on entendra vos interrogations ou vos convictions au terme de ce temps-là. Alors le temps de discussion est terminé. On est dans le temps des remontées, mesdames, messieurs, sinon nous n'aurons pas le temps de poser nos questions ou nos convictions. Nous avons constaté de là où nous sommes que voilà, l'histoire et la manière dont elle est racontée a permis une vraie discussion entre vous. On vous demande de faire remonter, pour ceux qui le désirent, donc les interrogations et les convictions que cela a pu réveiller en vous. Et bien entendu, les médecins, vous avez grandement la parole pour préciser un certain nombre de points qui seraient peut-être pas bien compris. Voilà. Alors, première réaction, là-bas. Je crois que nous avons été dans le petit groupe très touchés comme tout le monde par la réaction de la mère. Et nous n'avons eu que la réaction de la mère. Et ça ne veut pas dire qu'on la met en cause, mais c'est un modèle de réaction. Et ce qui nous manque un peu, c'est la réaction de l'entourage. Alors, éventuellement le monde médical, parce qu'elle n'en parle pas, mais surtout, plus directement, celui du père. Parce que, vous savez que dans ces situations-là, ça crée des difficultés terribles dans les familles, dans les couples, etc. Ça crée des dissensions dans les décisions à prendre. Et là, on a eu un regard qui était très riche, très intéressant et finalement un peu attendu d'une certaine manière de la part d'une mère. Mais voilà, c'était celui de la mère. Oui, effectivement. Parce que Emma, elle est toujours là avec son fils. Le papa, le père qui s'appelle Laurent, quand il a été hospitalisé, parce que quand il est hospitalisé pendant au moins 2 mois, voire plus, 3 mois. Le papa, après son activité, oui, je disais que le père venait tous les week-ends, après ses activités de semaine, venait à l'hôpital s'occuper de Théo. Et la maman pouvait sortir un petit peu le week-end pour s'aérer un petit peu parce qu'elle était toujours là avec Théo. Et le papa, on ne vous a pas montré de photos parce qu'on a décidé entre nous de ne pas dévoiler un petit peu les parents. Mais le papa s'en occupe énormément. Et c'est un couple, alors ils ont 3 enfants, deux filles qui sont adultes, une qui d'ailleurs est maman de 2 enfants. Donc voilà, ils sont tous les 3, parce que maintenant les filles elles sont grandes, elles sont parties. Mais ils s'occupent tous les 2 de Théo, et Théo participe vraiment dans leur vie. On ne vous a pas montré d'autres photos, mais quand ils sortent avec des copains, Théo il est là. Voilà, c'est une famille quand même qui est très unie et qui au contraire c'est pas un poids pour eux. Voilà.
amener une précision pour que les choses soient bien claires. Dans la loi, il y a ce qu'on appelle la limitation et l'arrêt des traitements. Pour Théo, il n'y a pas eu d'arrêt de traitement. Il y a eu ce qu'on appelle une limitation des traitements. Et la limitation des traitements, ça a été de dire, s'il s'aggrave encore plus, il n'ira pas en réanimation. Mais ce n'est pas du tout un arrêt des traitements. Un arrêt des traitements, en règle générale, le patient il décède. Voilà, c'est des arrêts de traitement de maintien en vie. Mais une limitation de traitement, nous, ça nous arrive d'en faire régulièrement en réanimation. On va dire, bon, bah là, le patient, on l'a intubé, ventilé, mais si en plus il fait une insuffisance rénale, on ne le dialysera pas. Ou s'il fait l'arrêt cardiaque, on ne fera pas de massage cardiaque. On fait une limitation sur quelque chose qui peut survenir, mais qui ne survient pas forcément. Et donc, c'est vraiment très, très différent. Donc, Théo, il vit toujours, et tant mieux pour la famille et pour lui, malgré qu'il ait une limitation sans avoir eu d'arrêt des traitements. Donc je pense que c'est important à distinguer les deux choses. Et donc il n'a pas eu de réanimation. Hein. L'UARP, c'est pas une réanimation. Hein. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que les médecins, alors peut-être il y a la façon de le dire, hein, mais que des médecins annoncent le fait que sur une complication, le risque vital est engagé, ne pas le faire serait quelque part aussi une faute. Donc dire, voilà, parce que c'est un miraculé quand même, hein, Théo. Donc il faut, on est bien, c'est une réunion comme ça, c'est bien, c'est le lieu. Mais c'est vrai que donc il sort complètement des normes. Mais donc d'annoncer le fait que malheureusement, c'est ce qu'on fait aussi en réanimation à peu près à tous nos patients, et il y en a quand même 3 sur 4 qui sortent, c'est de dire que malheureusement le pronostic vital est engagé et qu'il y a un risque de mourir. Après, il y a la façon de l'annoncer. Et puis, il y a cette notion de limitation qui ne veut pas dire un arrêt des traitements, mais qui dit, si on passe à ce stade au-dessus de la réanimation, ça devient déraisonnable, ça devient futile. C'est ce qu'on a vécu avec le Covid, pour des patients qu'on n'a pas admis en réanimation. Non pas parce qu'on ne pouvait pas les admettre, on aurait pu les admettre, mais ça ne servait à rien. C'est-à-dire qu'ils seraient morts, mais après 1 mois de réanimation. Ils n'auraient pas passé le cap de la réanimation. Donc c'est vraiment important de savoir que la réanimation, c'est quand même un cap supplémentaire. Quand on a les critères pour entrer en réanimation, c'est que c'est vraiment encore plus grave et qu'on va agresser la personne avec nos techniques, etc. Donc il faut que ça en vaille la peine. Voilà. Donc juste un petit commentaire du pédiatre, parce que c'est plus un enfant, mais enfin c'est presque un enfant. Il y a 2 éléments qu'on peut dire. Le premier élément, c'est que ce qui manque dans ce suivi, c'est le partenariat entre l'équipe médicale et les parents. Hein, et c'est vrai que, on en parlera tout à l'heure, hein, ces parents partenaires des soins, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Et dans ce cadre-là, effectivement, l'anticipation du futur, c'est-à-dire s'il y a une complication grave, on ira jusqu'à un certain niveau, mais on n'ira pas au-delà. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est essentiel. D'autant que la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que pour ces enfants qui ont un handicap majeur et qui n'ont pratiquement plus de vie relationnelle, il y a un attachement énorme des parents à ces enfants-là, et à ces jeunes adultes. Alors, puisqu'il est temps de terminer, nous souhaitons conclure, nous, en tant qu'aumônerie, que, comme nous l'avons appelé, il s'agit bien d'un cas pastoral. Et en ce sens, ce que nous voulions partager avec vous, c'est ce que nous entendons et c'est ce que nous vivons à l'aumônerie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une manière d'écouter qui se situe sur un autre plan. On va entendre les personnes nous raconter leur histoire telle qu'ils ont envie de nous la raconter, que ce soit la première personne de l'enfant Et nous n'avons aucune compétence médicale et nous n'avons, pour ainsi dire, que très peu de liens, ça peut arriver, avec l'équipe médicale pour qu'ils nous expliquent le fond de ce qui s'est passé. Mais pourtant, il va nous falloir entendre, accompagner et écouter ce genre d'histoire. Et c'est pour ça qu'on appelle ce cas-là un cas pastoral. Parce qu'en réalité, cette manière d'écouter a aussi du sens, enfin même a beaucoup de sens, prend tout son sens au cœur de l'hôpital, parce que cette maman étant écoutée sans aucun
s'en prendre parti. Évidemment, un aumônier qui va entendre la maman raconter tout ça va se dire... Enfin, il se dit même pas oh, mon Dieu, quelle horreur, le médecin a signé des papiers pendant que l'enfant était en train de mourir dans sa respiration. C'est pas ça qu'on entend, c'est pas ça qu'on écoute. Ce qu'on écoute, c'est ce que la maman nous signifie. Et c'est là qu'on va essayer de l'accompagner. Donc en fait, en vous proposant ce récit brut de décoffrage, ce qu'on voulait vous partager, c'est ce que l'aumônerie accompagne et le recul qu'elle doit prendre dans son écoute, qui n'est pas une écoute technique, mais qui est une écoute spirituelle. Voilà. Je vous remercie.